Résonance 96.9. Et c'est plutôt tranquille. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le 96.9. Et merci de votre fidélité à Radio Résonance. Comme chaque troisième mardi du mois, c'est l'émission Les Souffleurs de Verre. Présentée par l'association Les Poètes en Berry. Les Souffleurs de Verre. Un souffle de poésie. Ce soir, mardi 21 août 2018, même si nous l'avons déjà évoqué en juillet 2015, nous avons à nouveau choisi de consacrer notre émission au poète, moraliste, dramaturge, librettiste, romancier et fabuliste Jean de La Fontaine, venu au monde le 8 juillet 1621 et décédé le 13 avril 1695 à 73 ans. Si Jean de La Fontaine est essentiellement reconnu pour ses fables mettant en action les animaux, nous avions envie de vous faire découvrir ou redécouvrir ses poésies mettant en scène des humains. Pour ces lectures de poèmes, nous avons la joie d'accueillir deux membres des Filles de Saint-Pierre, soit Ghislaine et Corinne. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et pour compléter le tout, vous apprécierez des textes de Jean de La Fontaine chantés et ou déclamés par de grands comédiens du théâtre ou du cinéma. D'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait en souffrant à surcroît de douleur. Faut-il contribuer à son propre malheur? Cruels humains, faut tirer de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Le baryton François Leroux, accompagné du pianiste Jeff Cohen, enregistrait en 1991 cette fable de Jean de La Fontaine, L'oiseau blessé d'une flèche, sur une musique de Marcel de Manziarli. L'homme et son image. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands, miroirs aux poches des galants, miroirs aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse ? Il va se confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus, dit miroir, éprouver l'aventure.
Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts, les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des maximes. L'enfant est le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laisse asseoir, en badinant sous les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un seul se trouvât, dont le branchage après Dieu le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant crie « Au secours, je péris !» Le magister, se trouvant à ses cris, d'un ton fort grave, à contretemps s'avise de le lancer. « Ah, le petit babouin ! Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin que les parents sont malheureux qui faillent. Toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de mots et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a banni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Eh, mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue. L'amour et la folie. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu, comment dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien. J'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter et Némésis, et les juges d'enfer, enfin, toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Les médecins. Le médecin Tant-Pis allait voir un malade que visitait aussi son confrère Tant-Mieux. Ce dernier espérait, quoique son camarade soutint, que le gisant irait voir ses aïeux. Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya le tribut à nature. Après qu'en ses conseils, Tant-Pis eût été cru. Il triomphait encore sur cette maladie. L'un disait « Il est mort, je l'avais bien prévu ». « S'il m'en crut, disait l'autre, il serait plein de vie. » La vieille et les deux servantes. Il était une vieille ayant deux chambrières.
Elle filait si bien que les sœurs filandières ne faisaient que brouiller au prix de celle-ci. La vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches. Dès que Thétis chassait Phébus au crin doré, Touret entrait en jeu, fuseau était tiré, de ça, de là, vous en aurez, point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, en son char remontait, un misérable coq, à point nommé, chantait. Aussitôt, notre vieille, encore plus misérable, s'affublait d'un jupon crasseux et détestable, allumait une lampe et courait droit au lit où de tout leur pouvoir, de tout leur appétit dormaient les deux pauvres servantes. L'une entr'ouvrait un œil, l'autre étendait un bras, et toutes deux très malcontentes disaient entre leurs dents, maudit coq, tu mourras. Comme elle l'avait dit, la bête fut grippée, le réveil matin, la gorge coupée. Ce meurtre n'amenda nullement leur marché. Notre couple, au contraire, à peine était couché que la vieille, craignant de laisser passer l'heure, courait comme un lutin par toute sa demeure. C'est ainsi que le plus souvent, quand on pense à sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Témoin, ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là, deux caribes dans Scylla. La vieille et les deux servantes nous a été lu par l'acteur Jean Deschamps. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous leur, dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça de là partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporte davantage. D'argent point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa main que le travail est un trésor. Grégoire qui nous a chanté Le laboureur et ses enfants, donc poème de Jean de La Fontaine, avec Franck Autier aux guitares et à la basse, ainsi que Vincent Bidal au piano et au clavier, extrait de l'album de Grégoire Poésie de notre enfance, sorti en 2015. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, répartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverez. Cette offrande le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés au moindre quai qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux.
Ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Parole de Socrate. Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait dedans, pour ne lui point mentir, indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui! Il n'y tournait à peine. Plus au ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être peine. Le bon Socrate avait raison. Il trouvait pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus grave que la chose. Les femmes et le secret. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même, sur ce fait, bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. « Ô Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en peux plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf. Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. » La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur mainte autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé, et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. » « Vous moquez-vous » dit l'autre. « Ah, vous ne savez guère. Quelle je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répondre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait, précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait en croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Les 2 amis, de vrais amis, vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit, que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos 2 amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons, vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? » « Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes, en dormant, un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux que t'ensemble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose, qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. L'ivrogne et sa femme. Chacun a son défaut où toujours il revient. Honte, ni peur, ni remédie. Sur ce propos d'un conte, il me souvient, je ne dis rien que je n'appuie de quelque exemple. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course qu'ils sont au bout de leurs écus.
Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps, un luminaire, un drap des morts. « Oh, dit-il, qu'est-ce si ma femme est-elle veuve ?» Là-dessus, son épouse, en habit d'alecton, masquée, et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un seau d'eau propre pour Lucifer. L'épouse, alors, ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu » dit-il à ce fantôme. « La seule héritière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux qu'enclôt la tombe noire. » Le mari repart sans songer. « Tu ne leur portes point à boire. » Peut-être avez-vous reconnu la voix de Pierre Freinet qui vient de nous lire L'ivrogne et sa femme. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité, un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté. Ce fut un promontoire où la fourmi arrive, elle se sauve. Et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête. La fourmi, le pic au talon. Le vilain retourne la tête, la colombe l'entend, part et tire de long le souper du croquant. Avec elle s'envole. Point de pigeon, non, non, pour une obole. Patrick Topalov, La colombe et la fourmi, sur une musique de Dominique Pankratov. Parmi les principaux musiciens, on peut citer Marcel Azola à l'accordéon. Les arrangements et directions d'orchestre étaient de Joël Rocher et Pierre Tibéry, extrait d'un 33 tours de Patrick Topalov, et Bonsoir Monsieur de La Fontaine, sorti en 1982. Radio Résonance 96.9, l'émission Les Souffleurs de Verre, proposée par l'association Les Poètes Zambéry, et nous continuons d'honorer la mémoire de Jean de La Fontaine. Le torrent et la rivière. Avec grand bruit et grand fracas, un torrent tombait des montagnes. Tout fuyait devant lui, l'horreur suivait ses pas. Il faisait trembler les campagnes. Nul voyageur n'osait passer une barrière si puissante. Un seul vit des voleurs, et se sentant pressé, il mit entre eux et lui cette onde menaçante. Ce n'était que menaces et bruit sans profondeur. Notre homme enfin n'eut que la peur. Ce succès lui donnant courage, et les mêmes voleurs le poursuivant toujours, il rencontra sur son passage une rivière dont le cours, image d'un sommeil doux, paisible et tranquille, lui fit croire d'abord ce trajet fort facile. Point de bords escarpés, un sable pur et net. Il entre, et son cheval le met à couvert des voleurs, mais non de l'onde noire. Tous deux au Styx allèrent boire, tous deux, à nager malheureux, allèrent traverser au séjour ténébreux bien d'autres fleuves que les nôtres. Les gens sans bruit sont dangereux, il n'en est pas ainsi des autres. Philomèle est Progné. Autrefois, Progné, l'hirondelle, de sa demeure s'écarta.
et loin des villes s'emporta dans un bois où chantait la pauvre Philomèle. « Ma sœur, lui dit Progné, comment vous portez-vous ? Voilà tantôt 1000 ans que l'on ne vous a pu. Je me souviens point que vous soyez venu, depuis le temps de Thrace habité parmi nous. Dites-moi, que pensez-vous faire ? Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire ? Ah, reprit Philomèle, en est-il de plus doux ? Progné lui repartit, en quoi cette musique, pour ne chanter qu'aux animaux, tout au plus à quelques rustiques. Le désert est-il fait pour des talents si beaux ? Venez faire aux cités éclater leurs merveilles. Aussi bien en voyant les bois, sans cesse il vous souvient que Thérée, autrefois parmi des demeures pareilles, exerça sa fureur sur vos divins appâts. Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas. En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage. Le mal marié. Que le bon soit toujours camarade du beau. Dès demain, je chercherai femme. Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, et que peu de beaux corps, hôtes d'une belle âme, assemblent l'un et l'autre point, ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. J'ai vu beaucoup d'hymens, aucun d'eux ne me tente. Cependant, des humains, presque les 4 parts, s'exposent hardiment au plus grand des hasards. Les 4 parts aussi des humains se repentent. J'en vais alléguer un qui, s'étant repenti, ne put trouver d'autre parti que de renvoyer son épouse, querelleuse, avare et jalouse. Rien ne la contentait, rien n'était comme il faut. On se levait trop tard, on se couchait trop tôt, puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose. Les valets enrageaient, l'époux était à bout. Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout, monsieur court, monsieur se repose. Elle en dit tant que monsieur, à la fin, lassé d'entendre un tel lutin, vous la renvoie à la campagne chez ses parents. La voilà donc compagne de certaines Phyllis qui gardent les dindons avec les gardeurs de cochons. Au bout de quelque temps qu'on l'a crue adoucie, le mari la reprend. « Eh bien, qu'avez-vous fait ? Comment passiez-vous votre vie ? L'innocence des champs est-elle votre fait ? » « Assez, dit-elle, mais ma peine était de voir des gens plus paresseux qu'ici. Ils n'ont des troupeaux nul souci. Je leur savais bien dire et m'attirer la haine de tous ces gens si peu soigneux. » Et madame reprit son époux tout à l'heure. « Si votre esprit est si hargneux que le monde qui ne demeure qu'un moment avec vous et ne revient qu'au soir est déjà lassé de vous voir, que feront des valets qui toute la journée vous verront contre eux déchaînés, et que pourra faire un époux que vous voulez qu'il soit jour et nuit avec vous ? Retournez au village. Adieu. Si de ma vie je vous rappelle et qu'il m'en prenne envie, puissais-je chez les morts avoir pour mes péchés 2 femmes comme vous sans cesse à mes côtés. » Le cierge. C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent. Les premières, dit-on, s'en allèrent loger au mont Hymette et se gorger des trésors qu'en ce lieu les zéphyrs entretiennent. Quand on eut des palais de ces filles du ciel enlevé l'ambroisie en leur chambre enclose, ou, pour dire en français la chose, après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire, on fit maintes bougies. Maint cierge aussi fut façonné. Un d'eux, voyant la terre en brique au feu durci, vaincre l'effort des ans, il eut la même envie, et, nouvelle Empédocle, aux flammes condamné, par sa propre et pure folie, il se lança dedans. Ce fut mal raisonné, ce cierge ne savait grain de philosophie. Tout en tout est divers. Ôtez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre.
l'empédocle de cire au brasier se fondit. Il n'était pas plus fou que l'autre. Le loup devenu berger. Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, fait sa houlette d'un bâton sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau ». Sa personne étant ainsi faite et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement. Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbe, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi s'amusait. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire. Et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire, il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son, les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup, dans cet esclandre, empêché par son hoqueton, ne put ni fuir, ni se défendre. Toujours par quelque endroit fourbe se laisse prendre. Quiconque est loup, agit sans loup, c'est le plus certain de beaucoup. Le loup devenu berger. Bien évidemment, il s'agissait du grand Gérard Philipe. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, le lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Grégoire à nouveau, cette fois avec Le Lion et le Rat, toujours tiré de son CD Poésie de notre enfance publié en 2015. Et là, il y avait Franck Autier aux guitares et Vincent Bidal au piano, harpe, au bois et clavier. L'enfouisseur et son compère. Un pince-maille avait tant amassé qu'il ne savait où loger sa finance. L'avarice, compagne et sœur de l'ignorance, le rendait fort embarrassé dans le choix d'un dépositaire. Car il en voulait un, et voici sa raison. L'objet tente, il faudra que ce monceau s'altère si je le laisse à la maison. Moi-même, de mon bien, je serai le larron. Le larron ? Quoi ? Jouir, c'est se voler soi-même. Mon ami, j'ai pitié de ton erreur extrême. Apprends de moi cette leçon. Le bien n'est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire. Sans cela, c'est un mal. Veux-tu le réserver pour un âge et des temps qui n'en ont plus que faire ? La peine d'acquérir, le soin de conserver, ôte le prix alors, qu'on croit si nécessaire. Pour se décharger d'un tel soin, notre homme eût pu trouver des gens sûrs au besoin. Il aima mieux la terre, et prenant son compère, celui-ci l'aide. Ils vont enfouir le trésor. Au bout de quelque temps, l'homme va voir son or. Il ne retrouva que le gîte. Soupçonnant à bon droit le compère, il va vite lui dire « Apprêtez-vous, car il me reste encore quelques deniers. Je veux les joindre à l'autre masse. »
Le compère, aussitôt, va remettre en sa place l'argent volé, prétendant bien tout reprendre à la fois sans qu'il n'y manque à rien. Mais pour ce coup, l'autre fut sage. Il retint tout chez lui, résolu de jouir, plus n'en tasser, plus n'en fouir. Et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage, pensa tomber de sa hauteur. Il n'est pas malaisé de tromper un trompeur. Le charlatan. Le monde n'a jamais manqué de charlatans. Cette science de tout temps fut en professeur très fertile. Tantôt l'un en théâtre affonte l'Archéron, et l'autre affiche par la ville qu'il est en passe Cicéron. Un des derniers se vantait d'être en élégance si grand maître qu'il rendait dissert un badaud, un manant, un ruste, un lourdeau. Oui, messieurs, un lourdeau, un animal, un âne. Qu'on amène un âne renforcé, je le rendrai maître passé et veux qu'il porte la soutane. Le prince sut la chose, il manda le rhéteur. J'ai, dit-il, dans mon écurie un fort beau roussin d'Arcadie. J'en voudrais faire un orateur. Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. On lui donna certaines sommes. Il devait, au bout de 10 ans, mettre son âne sur les bancs. Sinon, il consentait d'être en place publique, guindé la hart, au col étranglé, court et net, ayant au dos sa rhétorique et les oreilles d'un baudet. Quelqu'un, des courtisans, lui dit qu'à la potence il voulait aller voir et que pour un pendu il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance. Surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance un discours où son art fut au long entendu. Un discours pathétique et dont le formulaire servit à certains Cicérons, vulgairement nommé larron. L'autre reprit avant l'affaire, le roi, l'âne ou moi nous mourrons. Il avait raison. Cette folie de compter sur 10 ans de vie, soyons bien buvants, bien mangeants, nous devrons à la mort de 3 l'un en 10 ans. Le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages. Plus content qu'aucun des 7 sages, son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour parfois il sommeillait, le savetier alors, en chantant, l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an ? Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère, un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée ? Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer, où on nous ruine en fait, l'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé de quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus. Gardez-les avec soin pour vous en servir en cas de besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens.
Il retourne chez lui. Dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix. Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis, il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » Le vieillard et les 3 jeunes hommes. Un octogénaire planté. Pas encore de bâtir, mais planté à cet âge, disaient 3 jouvenceaux, enfants du voisinage. Assurément, il radotait. Car, au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon changer votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées, quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-même, répartit le vieillard. Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs blêmes de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous des clartés de la voûte azurée doit jouir le dernier? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous, ô sages, de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison. L'un des 3 jouvenceaux se noya dès le port allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu vit ses jours emportés. Le 3e tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter et pleurer du vieillard. Il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent? Du vent. La montagne qui accouche par l'inoubliable Louis de Funès. Sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville, légère et couvertue, elle allait à grands pas. Ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats, notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. On employait l'argent, achetait un cent de faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. La chose allait à bien par son soin diligent. Disait-elle facile dès le vu de poulet autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez, s'il ne m'en laisse assez.
à s'engraisser coûtera peu le son. Il était quand je lus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau, que je verrai sauter au milieu du troupeau, Perrette là-dessus sont aussi transporter le laiton. En grand danger d'être battu, le récit en farce fut fait, on l'appela le pot au lait, le pot au lait. Le récit en farce fut fait, on l'appela le pot au lait, on l'appela le pot au lait, on l'appela le pot au lait. La laitière et le pot au lait sur une partition musicale de Jacques Offenbach, chantée par le baryton François Leroux, entouré du pianiste Jeff Cohen, extrait de ce CD Fables de La Fontaine qui a été édité en 1991. Radio Résonance 96.9, dernière ligne droite de cette émission Les Souffleurs de Verre, proposée comme chaque troisième mardi du mois par l'association Les Poètes en Berry, et nous allons donc terminer d'adresser un grand coup de chapeau à Jean de La Fontaine. La forêt et le bûcheron. Un bûcheron venait de rompre ou d'égarer le bois dont il avait emmanché sa cognée. Cette perte ne put sitôt se réparer que la forêt n'en fut quelque temps épargnée. L'homme, enfin, la prit humblement de lui laisser tout doucement emporter une unique branche afin de faire un autre manche. Il irait employer ailleurs son gagne-pain. Il laisserait debout main chêne et main sapin, dont chacun respectait la vieillesse et les charmes. L'innocente forêt lui fournit d'autres armes. Elle en eut du regret. Il en mange son fer. Le misérable ne s'en sert qu'à dépouiller sa bienfaitrice de ses principaux ornements. Elle gémit à tout moment. Son propre don fait son supplice. Voilà le train du monde et de ses sectateurs. On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs. Je suis là d'en parler, mais que de doux ombrages soient exposés à ces outrages. Qui ne se plaindrait là-dessus ? Hélas, j'ai beau crier et me rendre incommode, l'ingratitude et les abus n'en seront pas moins à la mode. Le curé et le mort. Un mort s'en allait tristement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté, bien et dûment empaqueté et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière. Robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons et des psaumes et des leçons et des versets et des répons. Monsieur le mort, laissez-nous faire.
On vous en donnera de toutes les façons. Il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouart courait des yeux son mort, comme si on eût dû lui ravir ce trésor, et des regards semblaient lui dire « Monsieur le mort, j'aurai de vous tant d'argent, et tant en cire, et tant autres menus coups. » Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Certaines nièces, assez propettes, et sa champrière Paquette devaient avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heurt survint. Adieu le chat. Voilà messire Jean Chouart qui, du choc de son mort, a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement, toute notre vie est le curé Chouart qui sur son mort comptait, et la fable du pot au lait. Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter, pour monseigneur le duc de Maine. Jupiter eut un fils qui, se sentant du lieu dont il tirait son origine, avait l'âme toute divine. L'enfance n'aime rien, celle du jeune Dieu faisait sa principale affaire, des doux soins d'aimer et de plaire. En lui, l'amour et la raison devancèrent le temps, dont les ailes légères n'amènent que trop tôt, hélas, chaque saison. Flore, au regard riant, aux charmantes manières, toucha d'abord le cœur du jeune Olympien. Ce que la passion peut inspirer l'adresse, sentiment délicat et rempli de tendresse, pleure, soupire, tout en fut. Bref, il n'oublia rien. Le fils de Jupiter devait, par sa naissance, avoir un autre esprit, et d'autres dons des cieux, que les enfants des autres dieux. Il semblait qu'il n'agit que par réminiscence, et qu'il eût autrefois fait le métier d'amant, tant il le fit parfaitement. Jupiter, cependant, voulut le faire instruire. Il assembla les dieux et dit « J'ai su conduire seul et sans compagnon jusqu'ici l'univers, mais il est des emplois divers qu'au nouveau Dieu je distribue. Sur cet enfant chéri, j'ai donc jeté la vue. C'est mon sang, tout est plein déjà de ses autels. Afin de mériter le rang des immortels, il faut qu'il sache tout. Le maître du tonnerre eut à peine achevé que chacun applaudit. Pour savoir tout, l'enfant n'avait que trop d'esprit. Je veux, dit le dieu de la guerre, lui montrer moi-même cet art, par qui maints héros ont eu part aux honneurs de l'Olympe et grossi cet empire. Je serai son maître de lyre, dit le blond et docte Apollon. Et moi, reprit Hercule, à la peau de lion, son maître à surmonter les vices, à dompter les transports, monstres empoisonneurs, comme hydres renaissant, sans cesse dans les cœurs. Ennemi des molles délices, il apprendra de moi les sentiers peu battus qui mènent aux honneurs sur les pas des vertus. Quand se vint au dieu de Cythère, il dit qu'il lui montrerait tout. L'amour avait raison. De quoi ne vient à bout l'esprit joint au désir de plaire? Un fou et un sage. Certains fous poursuivaient à coups de pierre un sage. Le sage se retourne et lui dit « Mon ami, c'est fort bien fait à toi, reçois cet écu-ci. Tu fatigues assez pour gagner davantage. Toute peine, dit-on, est digne de loyer. Vois cet homme qui passe, il a de quoi payer. Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaire. » Amorcé par le gain, l'autre fou s'en va faire même insulte à l'autre bourgeois. On ne le paya pas en argent cette fois. Maint estafier accourt. On vous happe, notre homme, on vous l'échine, on vous l'assomme. Auprès des rois, il est de pareils fous. À vos dépens, ils font rire le maître pour réprimer leur babile. Irez-vous les maltraiter? Vous n'êtes pas peut-être assez puissant.
il faut les engager à s'adresser à qui peut se venger. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le chêne et le roseau, enregistré en 1956 par Yves Gérard Le Dantec. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant, regardez bien ma sœur, est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc, point du tout, m'y voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis peut avoir des pages. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, toujours chanté par Grégoire, à nouveau tiré de son CD Poésie de notre enfance, sorti dans les bacs en 2015. Et là, Franck Autier était tout guitare basse, avec Vincent Vidal au clavier, piano, harpe et boîte à musique. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Prochaine émission des Souffleurs de Verre sur Radio Résonance 96.9. Proposée par l'association Les Poètes en Berry. Ce sera le mardi 18 septembre 2018 à 19h10. Nous aurons le plaisir de recevoir Sylvain Grivotte, membre des Poètes en Berry, pour nous présenter son deuxième recueil. Merci à nos deux invités, Corinne et Ghislaine, pour leur précieuse collaboration. Nous vous souhaitons une excellente soirée et merci pour votre écoute, soit sur le 96.9 en FM, soit sur le site de la radio www.radio-résonance.org www.radio-résonance.org. En parallèle, Gérard et moi-même vous donnons rendez-vous dans le cadre de l'émission du CMRB, Cercle Musical Récréatif de Bourges, les musiques pittoresques, le samedi entre 10h et midi, toujours sur Radio Résonance. Et personnellement, je vous convie aussi tous les dimanches à 23h, mais également les lundis à 19h, bien évidemment sur le 96.9 pour Musique Ça Tourne, magazine musical du cinéma. Et n'oubliez pas, les souffleurs de verre, un souffle de poésie. Bonnes vacances, merci Corinne, merci Ghislaine. Merci à vous les filles.
À Bourges, vous écoutez Radio Résonance.